Bonsoir Leïla Dakhli, bonsoir tout notre cher public qui nous suit depuis 18 webinaires. Nous sommes à notre 18e webinaire ce soir avec l'amie et la chercheuse talentueuse et historienne Leïla Dakhli. Alors Leïla, elle a travaillé beaucoup sur la Syrie. Leïla, elle est maintenant basée, elle est chercheuse au CNRS, mais elle est basée au Centre Marc Bloch à Berlin. Leïla va nous parler aujourd'hui d'un livre qu'elle a dirigé dans le cadre d'un programme sur lequel elle va nous parler aussi, qui s'appelle L'Esprit de la révolte. L'Esprit de la révolte, ça vient de sortir le 8 octobre, il était dans les librairies. C'est un livre très original. Je laisse Leïla le présenter quelques minutes et après, je peux peut-être lui relancer sur la relancer sur quelques points qui m'ont beaucoup intéressé et après on verra ensuite ensemble avec vous qu'est-ce que vous avez comme question, comme interrogation sur ce livre et ce que elle va dire Leïla Dakhli dans les minutes qui suivent. Bonsoir à nouveau Leïla et à toi la parole. Bonsoir Salam. Bonsoir à tous. Bon, d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très touchée de. C'est la première fois que je vais finalement parler devant un public un peu large de ce livre. Euh, et donc, je vais commencer par vous le présenter, et peut-être par vous présenter les circonstances dans lesquelles il a été élaboré. Euh, Comme tu l'as dit, je vais diriger ce livre. Mais il y a des contributeurs qui sont au nombre de 10 et que je vais me permettre de nommer pour commencer. Amina Allal, Qmar Bendana, Mohamed Slim Ben Youssef, Youssef Chazli, Elena Kitty, Simon Dubois, Julia Fabiano, Samer Frangier, Mélanie Henry et Lolo Rachid. Je les cite d'abord parce qu'évidemment, ils ont fait le travail, mais c'est d'autant plus important que une des originalités de ce livre, c'est qu'on a décidé de ne pas séparer les auteurs, ou en tout cas leur attribuer leurs tâches, c'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment tous ensemble. Moi, j'ai assumé en plus les tâches de coordination, mais cette équipe, qui est aussi une partie de l'équipe de recherche qui travaille avec moi dans le programme que tu as mentionné, euh, cette équipe s'est réunie vraiment dans le but d'écrire ensemble un livre. Alors, quelle était la proposition? La proposition pour moi, enfin la proposition que je leur ai faite, c'était de partir des archives des mouvements et des révolutions de 2010-2011 pour en saisir ce que j'appelais à l'époque, en citant un livre de Sophie Vanish, l'intelligence politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agissait pour nous de glaner des documents, des images, des films, des textes, euh, des épisodes, des concepts, euh, dont on estimait qu'ils avaient été typiques, particuliers, ou qu'ils avaient émergé, ou qu'ils avaient été élaborés dans ces moments, disons, qui se sont succédés depuis 2010. Donc on a commencé à travailler comme ça. J'avais fait des propositions de ces objets. Hein. Moi, j'appelais ça des objets qui apparaissent dans le livre, du coup, sous la forme de reproduction oui, de reproduction, que ce soit des images, des textes ou des morceaux de vidéo. Et donc, à partir de ces objets, on a fabriqué on a travaillé une manière d'écrire, une manière de tourner autour d'un objet archivistique, euh, pas simplement en le décrivant, parfois quand c'est un texte par exemple, il s'agit de le traduire, de le décrire ou d'en donner le contexte, mais aussi d'arriver à en tirer, disons, une sorte euh, d'enseignement, de compréhension plus générale. Euh, pour moi qui suis historienne, ça signifiait entre autres étirer le fil du temps, c'est-à-dire pas simplement laisser l'archive là où elle est, mais essayer de comprendre d'où elle vient et éventuellement ce qu'elle peut ensuite porter avec elle. C'est pour ça qu'aussi,
assez vite dans l'élaboration du livre, et au moment où on a assisté à une nouvelle vague de soulèvements en Algérie en particulier, au Soudan et au Liban et en Irak, on a pensé qu'il était important parce que pour nous aussi, intellectuellement, ça accomplissait cette opération, ça faisait écho. Donc on avait déjà travaillé et commencé à travailler sur nos objets, et nos objets étaient ressaisis ailleurs, dans d'autres contextes, et quelques années plus tard. C'est pour ça que désormais le livre s'appelle L'esprit de la révolte, archives et actualités des révolutions arabes. C'était aussi pour bien signifier l'idée selon laquelle ce qui s'était passé en 2011 pouvait sans cesse être actualisé et approfondi par d'autres soulèvements et d'autres mouvements. Donc voilà, donc le livre se présente de cette manière, il est introduit, et puis ensuite, c'est autour de 3 parties qui, à chaque fois, sont organisées en notices, enfin ce que j'appelle des notices. Donc la première partie, ça s'intitule « Changer son monde, se transformer soi-même ». Et donc, il s'agit évidemment de comprendre comment les révolutions transforment l'environnement global autour de soi, son monde, le monde, autour de l'idée selon laquelle on veut changer le monde quand on fait la révolution, mais aussi comment ce monde-là est aussi en grande part un monde de l'intime. Donc on a travaillé sur, par exemple, ce qui se transforme dans les rapports entre l'espace public et l'espace de l'intime, comment, par exemple, on franchit des lignes au moment où on entre en révolution, etc., tout en partant d'un moment iconique qui est celui de la chute du tyran, hein, en partant en l'occurrence là, le livre s'ouvre sur la première notice sur la chute de Ben Ali et sur la manière dont cette chute a pu être perçue, célébrée, etc. La deuxième partie s'intitule « Produire un corps politique ». Et là, il s'agit plus de choses dont on n'a probablement pas du tout assez parlé au moment des révolutions et encore moins plus tard, c'est-à-dire ce qui s'est construit dans ces moments révolutionnaires, hein, que ce soit sur un court temps pour le cas de la Tunisie, mais on peut considérer que le temps révolutionnaire ne va pas simplement jusqu'à la chute du dictateur, mais se prolonge bien après, et qu'il y a des constructions, des élaborations. Et là, il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs qui viennent de la Syrie. Hein. Tu as mentionné que j'avais travaillé dessus. On a repris aussi toute la fabrique de ce que c'est qu'une coordination de la révolution, de ce que c'est que des comités, donc des textes qui sont produits dans ces instances-là, et aussi d'un certain nombre de rituels qui s'installent et qui permettent de fabriquer une autre façon de faire de la politique. Et puis enfin, la dernière partie, c'est apprendre la révolution, qui porte plus sur des outillages, des expérimentations et des outillages qui sont parfois des choses qui sont inventées dans le cadre des mobilisations, ou des fois des choses qui sont réinvesties ou récupérées, qui viennent d'ailleurs. On y a aussi relevé un certain nombre d'objets comme ça qui ont été des symboles. Voilà. Et je dois rajouter qu'on a aussi pris le parti de faire un certain nombre de portraits, qui sont des portraits isolés ou des portraits collectifs, dont on pense qu'ils ne sont pas forcément les seuls qu'on aurait pu faire. Il y en aurait tant d'autres à faire, évidemment. Mais c'était important aussi d'avoir quelques figures qui nous permettent de donner des visages, enfin de donner des visages à ces révoltes. Certains, on s'en souvient très bien, hein, de certains visages, et d'autres ont été un peu plus oubliés. Voilà, donc c'est une entreprise qui, me semble-t-il, a un effet aujourd'hui un peu dépaysant, et je pense que c'est bien d'être... Enfin, c'est bien, je veux dire, au sens où le contexte dans lequel on est tellement rude que ce type de dépaysement est un exercice salutaire, puisqu'il est... Alors moi, je le conçois dans 2 sens, c'est-à-dire il est salutaire parce qu'il nous permet de nous remettre dans ce contexte qui est celui des révolutions arabes,
et de comprendre à quel point ce miracle en était un, c'est-à-dire de dire, de réouvrir cet espace des possibles et de dire qu'au fond, voilà, quand il y a eu un espace des possibles, il peut encore l'être. Et il me semble qu'il est important aussi d'un point de vue intellectuel et scientifique parce que il nous permet aussi de ne pas trop vite ou de ne pas aller vers une relecture de ces moments-là qui se fasse à l'aune d'un présent qui aurait enterré l'idée même de révolution. Voilà, donc c'est un peu le jeu. Enfin, moi, ce que je trouve passionnant dans cet exercice-là, c'est ce jeu de l'interstice temporel, c'est-à-dire dire, voilà, au fond, ça va tellement vite, le recouvrement va tellement vite, hein, si on prend bon, l'exemple de l'Égypte ou de la Syrie, où on est passé tellement rapidement d'une réflexion sur ce que c'est que la révolution en Syrie, en Égypte, à une réflexion sur ce que c'est que la contre-révolution, voire à une réflexion sur la fin de la révolution, recouverte par la guerre, recouverte par toute une série de violences. On a, me semble-t-il, le devoir en tant que citoyen, mais aussi en tant que scientifique, de restituer à ces moments leur singularité et leur particularité. Voilà. Donc nous, on a fait le choix de le prendre ou de le comprendre par les archives, par la documentation et par les témoignages. Il aurait été possible de le faire de manière probablement plus théorique. Là, pour ça, je pense que notre approche, elle se revendique comme provisoire. Hein. Je crois que c'est aussi le sens de notre épilogue. Et provisoire et expérimentale. On voit arriver les 10 ans hein, des révolutions. Et il nous a semblé qu'on n'était pas du tout encore à un moment, et probablement qu'on ne le sera jamais, en ce qui me concerne, ce n'est pas forcément mon ambition, mais où on pourrait établir une théorie des révolutions arabes, voire en comprendre, en saisir le sens. Je crois qu'on n'en est pas là, mais il est important de faire quelques piqûres de rappel pour se souvenir, en tout cas, de ce qui a été déjà dit, de ce qui a déjà été tracé et de ce qui est en train d'être oublié. On ne cesse d'entendre, par exemple, que ces révolutions ont été des révolutions sans révolutionnaires ou des révolutions justement sans projet révolutionnaire. Or, si on regarde bien ce qui est resté derrière, ce qui continue de circuler, bah, c'est pas vrai. Ou alors, ce qui est vrai, c'est qu'aucune révolution n'a jamais eu de vrai projet révolutionnaire avant qu'on ne découvre ou qu'on ne fasse coller un projet révolutionnaire avec une révolution. Le moment révolutionnaire lui-même, si on le saisit, à la fois il est porteur de beaucoup de choses et en même temps il n'est qu'un moment. Il n'est qu'une sorte de moment très très miraculeux, très éphémère, dans lequel il se passe des choses et qu'il faut continuer à regarder, à scruter avec beaucoup d'attention. Voilà pour ce que je peux vous dire du livre pour l'instant. Je crois que tu voulais aussi que je parle de mon projet, mais peut-être c'est... Oui, le projet dans lequel vous vous êtes rencontrés et vous avez lancé cette initiative. Oui, alors voilà, ce projet, c'est un projet européen qui a été soumis à l'ERC, hein, European Research Council, et qui est financé par l'ERC. Il s'appelle DREAM, en anglais Drafting and Enacting the Revolution in the Arab Mediterranean. Donc, ça porte sur les projets et les tentatives révolutionnaires dans le monde arabe méditerranéen, donc simplement le pourtour méditerranéen, depuis les années 50, en fait, depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Donc vous voyez que le livre, au fond, s'insère assez bien dedans, même si là, il s'agit avec le livre de parler essentiellement de la dernière période. Mais disons que le parti pris du livre, c'est d'essayer d'explorer, je dirais, deux choses principalement. L'une, c'est l'idée d'une généalogie révolutionnaire, c'est-à-dire de la compréhension depuis, disons, la fin des guerres d'indépendance ou la fin depuis les indépendances, euh, du contexte dans lequel vont émerger les différentes contestations qui ont lieu. Alors on s'arrête à certains moments particuliers pour essayer de comprendre pourquoi on se révolte et avec qu'est-ce qu'on fabrique comme arsenal révolutionnaire
dans ces régions-là. Alors, ça passe par exemple, une réflexion sur la manière dont l'ensemble de ces pays ont pu passer d'expériences, par exemple, souvent d'expériences à connotation socialiste, ou en tout cas à visée socialiste et nationaliste juste après les indépendances, à des tournants plus libéraux, et la manière dont les populations ont pu réagir à cela ou s'adapter, ou évidemment se révolter. Ça passe aussi par évidemment la montée de revendications spécifiques de certains groupes. On s'intéresse particulièrement aux femmes, par exemple, à la manière dont les femmes se révoltent et à la manière dont elles fabriquent un espace de la révolte qui est à la fois spécifique, mais qui, on l'a vu dans les révolutions arabes, va intégrer la révolte dans son ensemble, etc. Donc on travaille à la fois voilà, sur certains moments et sur des mobilisations. La deuxième visée importante du programme, c'est une visée comparatiste. C'est évidemment un espace assez vaste qui va donc du Maroc à la Syrie. Mais le point de départ de l'interrogation, c'est de dire, bon voilà, quand on dit il y a des révolutions arabes, euh, qu'est-ce qu'on entend par arabe et qu'est-ce qui fait commun? Là aussi, hein, si on se replace en 2011, et je crois qu'en lisant le livre, on retrouve aussi beaucoup ça, les phénomènes d'écho qui avaient lieu entre les différentes régions n'étaient pas simplement des solidarités abstraites, hein, mais bien des sortes d'échos réels, c'est-à-dire des choses qui faisaient, qui résonnaient, hein, au travers des territoires. Donc on revient sur ces résonances-là pour essayer de comprendre. Alors évidemment, il y a des spécificités, et on l'a vu, hein, évidemment, l'histoire fait que tous ces pays sont évidemment différents. Et il est vrai aussi que ces révolutions ont pu refermer le cadre de réflexion dans un espace très national, très nationalisé. Hein. C'est ce qu'on essaie de scruter en réfléchissant sur la question des drapeaux dans le livre. Mais ça n'empêche que cette comparaison, elle nous semble importante pour comprendre à la fois la généalogie de ces révoltes, mais aussi ce qui demeure, hein, d'un espace arabe. On n'est pas forcément tous arabistes, on ne cherche pas particulièrement à retenir la question arabe, on cherche simplement à voir comment elle s'est transformée après les indépendances et aussi comment elle se maintient. Et le parti pris, l'hypothèse, c'est de dire qu'elle se maintient justement à travers les peuples et leur mobilisation et ces similarités qui existent dans la manière de se révolter ou de contester un pouvoir de plus en plus rigide. Enfin, ça, c'est certainement une des caractéristiques de l'ensemble de ces pays. Voilà, donc après ce programme, il s'appelle aussi, son sous-titre, c'est En quête de dignité. Donc la réflexion porte, en tout cas ma propre réflexion au sein du projet, porte beaucoup sur une généalogie de cette notion de dignité en politique et dans le cadre du monde arabe, disons du deuxième partie du XXe siècle et première décennie du XXIe. Donc pour moi, il me semble que c'est une notion clé, mais qui est une notion en fait encore à définir et qu'il faut essayer et une des manières de la définir, pour revenir au livre, hein, c'est peut-être de faire tourner autour un certain nombre d'objets. Hein, quand les gens revendiquent la dignité, au fond, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Bien souvent, c'est à la fois des objectifs très matériels et très concrets, très terre à terre, dirons-nous, mais aussi qui tendent vers la fabrication d'une universalité politique qui, à mon avis, euh, est très contemporaine et qu'on retrouve aussi dans d'autres parties du monde, et qui touche à la fois euh, à la reconnaissance de sa dignité existante, propre, c'est-à-dire à dire qu'en fait, on n'a pas besoin de fabriquer une perspective révolutionnaire hors du peuple, et que le peuple la possède déjà par lui-même, mais aussi ça contribue aussi à fabriquer quelque chose qui est une sorte de révolution euh, très simple, comment dire, très simple au sens où elle est ancrée dans du quotidien, dans une façon de vivre sa vie, ou dans l'idée simple que faire la révolution, ça serait simplement pouvoir vivre
sa vie normale, avec des services de base qui vont avec. Et ça, c'est des choses qu'on trouve très très fortement dans les mobilisations actuelles, au Liban, en Irak en particulier, avec cette revendication d'un État qui serait simplement au service de ce citoyen. Voilà, je m'arrête là parce que je peux dérouler longtemps. Mais, mais- mais ce que j'ai trouvé génial dans ce livre, c'est vraiment ce dépaysement, parce qu'en ce moment, tout ce qu'on lit sur les révolutions ou les révoltes, et là, je vais revenir pour savoir pourquoi tu as fait le choix de révolte plutôt que révolution, mais ce qu'on lit maintenant, c'est toujours des livres ou des études ou des papiers de recherche qui nous parlent de la guerre, des confrontations, du terrorisme, des radicaux qui sont emparés quelquefois de l'espace révolutionnaire, de la mort et tout ça. Là, quand j'ai lu ce livre, j'avais l'impression de revenir presque 10 ans en arrière en lisant, moi qui suivais de près l'affaire syrienne, égyptienne, tunisienne, etc. Quand j'ai lu la section consacrée au Shabiha, au Baltagia, à tous ces barbouzes des régimes, quand j'ai lu les comités de coordination locale, j'avais l'impression qu'on revient dans le temps et surtout ce que j'ai beaucoup aimé et sur lequel j'ai beaucoup publié, c'est le concept de journaliste citoyen. On retrouve tout ça, tous ces titres dans cet ouvrage et c'est un défi, parce que c'est un défi de sortir en ce moment, en octobre 2020, dans un marasme d'ouvrages qui ne parlent que de la guerre, des confrontations armées, avec un livre qui rappelle les fondements. Comment tu vois ça? Bah, c'est l'objectif. Je suis ravie que que ça produise cet effet. Je le disais tout à l'heure, je pense que ça doit être un dépaysement, mais l'idée, c'est pas que ce soit un dépaysement juste pour se souvenir, hein, pour être nostalgique ou pour se dire ah c'est bien loin. Mais bien au contraire pour se souvenir enfin pour bien savoir que c'est encore là. C'est-à-dire que il y a une sorte de, il n'y a pas de raison qu'on parle. Enfin, si, il y a des raisons évidemment de parler de la guerre au jour le jour, mais il est aussi possible de continuer à parler de ce qui se produit en termes de résistance, de ce qui continue à être vivant en termes de résistance. Et c'est vrai que là, l'impression qu'on a quand on s'intéresse à ces résistances précisément, c'est que il n'y a jamais de place. Il n'y a jamais de place, il n'y a jamais assez de place, si ce n'est dans ce bref moment. En tout cas, il n'y a jamais de place dans les médias dans ce bref moment où les médias ouvrent leurs fenêtres et disent ah bah tiens, il se passe quelque chose, on va commencer à regarder. Mais ça dure très peu de temps en réalité. Et bien souvent, c'est vrai qu'y compris même du point de vue de l'actualité scientifique, on a tendance à trouver beaucoup plus sérieux les gens qui s'intéressent aux choses graves et dangereuses et meurtrières. Et notre livre ne fait pas l'économie non plus de la violence, hein, tu l'as évoqué, on parle aussi des milices, on parle aussi des violences infligées aux manifestants, tout comme de la manière dont les manifestants peuvent s'emparer eux-mêmes de leur propre violence. Je pense qu'il ne s'agit pas d'éviter la question de la violence ou de la remplacer par quelque chose de plus agréable, mais bien de faire cet exercice mental, de se resituer au temps de la révolte. Alors, ça permet de répondre aussi à ta deuxième question. Pourquoi la révolte? Parce que précisément, le choix qu'on a fait, c'est de se mettre au temps de la révolte. Dans mon acception, la révolution englobe une temporalité plus large qui comprend pas simplement la révolte, mais probablement bien des choses, dont la contre-révolution, dont éventuellement les passages de restauration, les passages de négociation, de transition, si bien que quand je parle de révolution arabe, je dis pas, il ne s'agit pas pour moi simplement de la séquence 2011-2013, peu importe où on met les dates, mais bien plus d'une séquence qui est encore en cours. Et ce livre ne porte pas sur l'ensemble de la séquence, il porte sur les temps de la révolte. Donc les moments où les gens sont dans la rue pour aller vite, ou en tout cas, ça va un petit peu au-delà, parce qu'il y a des expériences, comme tu le dis,
qui sont celles des journalistes citoyens ou des expériences qui s'installent un peu plus dans le temps. Mais on s'est intéressé particulièrement quand même à ces moments d'effervescence, de mobilisation, de protestation, qui sont situés dans le temps à peu près dans ces deux moments 2010-2013, puis dans l'autre séquence plus contemporaine. Même si vous trouverez aussi dans le livre des moments, des formes de mobilisation plus anciennes qu'on a décidé d'intégrer. Je pense par exemple, je crois que c'est la notice, la deuxième, hein, celle des villages qui quittent, enfin des habitants des villages qui quittent leur village, hein, quitter son pays ou quitter sa ville. Hein. C'est des séquences qu'on a identifiées comme étant un répertoire de protestations révolutionnaires, radicales, qui se manifestent surtout, les exemples qu'on a pris, c'est surtout au Maghreb, mais là c'est particulièrement au Maroc et en Tunisie. On le sait, hein, depuis des années, on parle des haragas, des gens qui partent, des gens qui fuient. On n'a pas voulu prendre cet angle-là spécifique, des gens qui partent pour émigrer, mais bien essayer de le réancrer aussi dans un répertoire protestataire local, en s'intéressant par exemple à ces manifestations-là, qui sont vraiment des gens qui décident, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que leur État ne fait plus rien pour eux, et que donc il s'agit pour eux de juste partir, de passer la frontière, de passer le territoire pour quitter, hein, pour sortir. Donc ça, c'est des actes de révolte, même s'ils ne sont pas situés littéralement dans le temps des révoltes de 2011. Il nous semblait être important, enfin ça nous semblait important de les intégrer pour comprendre ce répertoire, hein, ce répertoire de la protestation. On a aussi intégré des pays dans lesquels beaucoup de commentateurs disent qu'il n'y a pas eu de révolution. Je pense au Maroc en particulier, où on a bien vite aussi enseveli et recouvert ce qui s'était passé dans les mouvements du 20 février. Or, si on se resitue au 20 février, on voit bien que c'était des mouvements extrêmement massifs, probablement plus, en tout cas à l'échelle, que ceux qui ont eu lieu en Tunisie, et qu'ils continuent à produire, alors dans un contexte aussi de répression énorme, en tout cas ils continuent à dialoguer avec d'autres mouvements de révolte qui ont lieu au Maroc ou ailleurs. Hein. On peut penser à ce qui s'est passé dans le Rif, bien sûr, mais aussi à d'autres échelles en Algérie. Donc voilà, ce qui comptait pour nous, c'était de garder cette entrée par la révolte et d'essayer de donner quelques indices qui permettent, à mon sens, de réfléchir. Je reviens à cet effet des paysans. L'effet des paysans, il est là aussi pour permettre au lecteur de réfléchir à ce qui s'est passé et donc de ne pas céder à une espèce d'expérience d'abord de la tristesse et puis d'expérience de la tristesse qui empêche de réfléchir, c'est-à-dire cette espèce de recouvrement par des analyses qui ferait comme si c'était rien passé. En réalité, si on entend ce qui se dit aujourd'hui à propos des révolutions arabes, au fond, on peut reprendre les discours d'avant 2011 et on retrouvera exactement la même rengaine, hein, qui est de dire, bon, finalement, cette région n'est pas capable, cette région n'est pas prête, cette région n'accède pas à la démocratie. Donc, comme on cherche, nous, à regarder en finesse et dans le détail et à essayer de comparer, il est évident qu'on ne pouvait pas accepter un tel raplatissement du temps. Et ce qu'on essaie de faire, en gros, oui, c'est un peu de reprendre l'électrocardiogramme et de remonter un petit peu en se disant, bah, tiens, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on entend beaucoup que cette région n'est pas capable. D'abord, elle l'a été, et il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, en plus, il y a des répliques. Il ne cesse d'y avoir des répliques. Et ces répliques, ce n'est pas des nouvelles choses qui surgissent comme ça, c'est des choses qui se rattachent de plein de manières à ce qui a pu se passer en 2011 et ce qui a pu se passer même un peu avant et de manière plus sourde. Leïla, le choix n'était pas très difficile parce que dans un livre, vous ne pouvez pas parler, évoquer tout ce qui se passait, tous les points à éclairer. Les portraits, c'était aussi une sélection qui a été basée sur des critères. Le choix, par exemple, parler des Lijans Tansiq al-Mahalli et des comités de coordination locale, plutôt que parler de, je ne sais pas, la déclaration de Damas ou autre forme d'organisation. Comment vous avez construit votre méthodologie
que vous avez suivi pour faire ces sélections précises? Alors, c'est une méthodologie de type discursive. On a beaucoup discuté. On a fait des ateliers en amont où on a fait des propositions. On est revenu sur des propositions. Encore une fois, j'insiste sur cet aspect du livre. C'est pour nous aussi une expérience intéressante de ce point de vue-là. C'est qu'on s'est réunis pour écrire, mais on s'est réunis aussi avant pour travailler à partir d'une proposition. Moi, j'avais fait des propositions, mais elles ont été rediscutées, retravaillées. Il y a, je pense, un certain nombre de critères qui se sont dégagés, qui n'étaient pas là a priori, mais quand même, on a privilégié les expériences locales qui venaient, disons, qui étaient issues du terrain, enfin, des gens qui les produisaient eux-mêmes sur place. Donc, on s'est moins intéressé à ce qui pouvait être plus en hauteur, disons, plus sur le terrain du politique local que sur le terrain du politique national ou international. Donc ça, c'était aussi lié à la sensibilité générale à la fois du projet, mais aussi des différents chercheurs et chercheuses qui sont impliqués. Alors pour les icônes, c'était beaucoup plus... on savait qu'on allait de toute façon pas faire un choix juste. C'est évident. On peut pas... ou alors il aurait fallu faire un livre uniquement avec des personnes, enfin avec que ça, que des figures, ce qui est possible d'ailleurs, ce qui serait possible à faire. Donc en réalité, ces figures, elles sont liées à des notices de manière, c'est pas explicite dans le livre, mais elles collent à des notices. Donc je prends par exemple, je ne sais plus, je vais le mettre sous les yeux, mais je crois que voilà, on a par exemple, on a le poète et la poétesse révolutionnaire, et juste derrière, on a Cheikh Imam et Ahmed Fouad Nagam. Donc ça va, voilà, l'idée c'est de donner, pas forcément une illustration, mais quelque chose qui colle avec. Ça peut être moins clair. Par exemple, il y a les téléphones mobiles comme extension de la révolution, et juste derrière, il y a Ada Saleh, la soudanaise, parce que c'est lié au fait que son portrait le plus iconique, c'est un portrait avec des téléphones partout. Donc il y a une espèce de... Voilà, c'est des exemples qui se sont transformés comme ça en petits portraits où l'idée évidemment du tireur embusqué de Shaima Sabar qui a été assassiné en Égypte par un tir. Voilà, donc c'est venu un peu comme ça. On a aussi décidé de prendre, on les a appelés des icônes, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est aussi des figures qui ont été récupérées, enfin qui ont été utilisées comme icônes. C'est des personnages pour lesquels on a je ne sais combien de centaines d'images, de graffitis, y compris d'objets, de choses qui circulent sous mille formes. Et ça nous semblait important de les garder. Alors il y a évidemment il y en a certaines qui ont un statut un peu particulier. Kafram, elle, on l'a prise comme une icône collective. Enfin voilà, on a un peu joué avec ça. Mais là, je pense que sur les icônes, c'est précisément là qu'on a eu le moins comment dire, d'a priori. On ne s'est pas dit, parce que, encore une fois, je le répète, on ne pouvait pas être juste. On ne pouvait pas rendre justice à tout le monde. On pouvait pas. On en avait tous au moins 50, et qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, et puis on pouvait avoir l'idée de se dire, mais il faut prendre des gens très peu connus ou des gens très connus. Voilà, c'était vraiment insoluble. Donc là, on a choisi simplement de garder celles et ceux qui faisaient écho aux notices, qui étaient intégrés dans quelque chose qu'on avait envie de dire, qui nous permettait de dire un peu plus sur quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans une notice. Mais en revanche, les notices, c'est plus un travail à partir de ce que nous, on a collecté. Oui, parce que c'est important de dire ça, c'est que de toute façon, le projet lui-même étant un projet aussi de collecte archivistique, collecte de matériaux, on est de toute façon, depuis 2 ans qu'elle commençait le projet, dans cette attitude
d'être en train de collecter les traces. Alors, pas uniquement celles de 2011, on a beaucoup travaillé sur des choses plus anciennes, mais il n'empêche que c'était pour nous un point de départ que de se dire, voilà, si j'avais à collecter des documents ou des traces qui me semblent significatives, qu'est-ce que je ferais? Alors, dans le mot significatif, il y a tout, je le reconnais, d'autant plus que une des règles du jeu, c'était pas de prendre que des choses très connues. C'était de dire, voilà, on va aller chercher à la fois, on aura forcément tel et tel moment ou tel morceau, mais on va aussi aller chercher quelques petites choses qui sont moins connues, hein, comme par exemple ces histoires dont je viens de vous parler de quitter les villes, ou des choses plus générales sur lesquelles on a travaillé, hein. Je parlais tout à l'heure des drapeaux. Euh, il nous a semblé évident à tous et à toutes euh, qu'il y avait un retour du drapeau national dans dans ces, dans ces épisodes. Alors parfois le drapeau national retravaillé ou récupéré, et parfois le drapeau national tel qu'il était déjà partout dans le paysage précédent. Donc ça nous a semblé intéressant de se dire, bon voilà, qu'est-ce qui se passe avec le drapeau? C'est un objet difficile à saisir. Et je pense que voilà, c'est un peu dans l'écriture après qu'on a essayé, qu'on a saisi l'objet et qu'on a compris, y compris ce que nous, on voulait dire quand on s'est dit, voilà, on va faire ça, on va faire le drapeau national. Merci. Leïla, quand je regarde un livre et je vois des noms des intervenants, des contributeurs, je pense tout de suite, ou c'est la tradition, que je vais avoir des papiers signés par chacun de ces noms-là. C'est l'une des rares fois, c'est pas la première fois, mais c'est l'une des rares fois où on voit les noms et on ne sait pas qui a. Bon, on peut deviner, mais on ne sait pas qui a fait quoi. Et est-ce qu'il y a eu des interactions entre plusieurs pour le même sujet, le même papier? Sûrement, c'est le cas. Est-ce Oui. que c'est beaucoup plus difficile à gérer que l'autre méthode classique, c'est-à-dire de demander à un nom d'écrire un papier et la signer? Bah, moi, je trouve pas. On a travaillé tous vraiment ensemble. Alors après, tout le monde n'a pas travaillé sur tout. On a fait des équipes, des binômes, des trinômes. Euh, je pense que d'abord, ça a un caractère très nécessaire, parce qu'on ne connaît pas tout sur tout. Si on peut deviner, c'est précisément parce qu'il y a des angles d'attaque sur certains pays, dont certains sont plus spécialistes que d'autres. Bon, voilà. Si je vois les jeunes d'Alexandrie, je pense tout de suite à Youssef Chazeli, par exemple. Par exemple, voilà, ça peut être le cas, en effet, si on parle des jeunes d'Alexandrie. Mais enfin, si tu peux noter qu'il y a 3 spécialistes d'Alexandrie dans cette liste, donc ils peuvent un petit peu se chevaucher. Non, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de compétences qui étaient nécessaires. On est obligé d'additionner nos compétences. Donc ça, c'était une forme de nécessité. Puis après, je trouvais que c'était une sorte une manière de faire un livre qui a aussi un ton. Je pense que ça, c'est important. C'est hétéroclite, il y a différentes notices, etc. Mais je crois qu'il y a un ton, qu'on a réussi à trouver une sorte de tonalité commune en écrivant ensemble. Et si on n'avait pas écrit ensemble, et ça, on l'a vu parce qu'on a quand même fait des pré-papiers séparément, les tons étaient très hétérogènes et beaucoup plus hétérogènes qu'ils ne peuvent l'être maintenant. Et donc, une partie du travail, ça a été quand même de se remettre, ouais, voilà, travailler ensemble pour trouver ce ton. Alors moi, je pense que en fait, c'est une expérience assez amusante déjà. Enfin, je pense que c'est euh, ouais, c'est moins fastidieux que d'écrire seul, y compris que d'écrire à plusieurs, chacun de son côté. On l'a aussi fait sur un temps réduit. On n'a pas écrit tout le livre en une semaine, mais on a passé une semaine ensemble à écrire beaucoup. Et ensuite, on est revenu, chacun ses choix, retravailler ce qu'on avait commencé à faire. Donc, je ne me souviens plus de la question. Est-ce que c'est plus difficile ou plus... Je pense que c'est, pour moi, en tout cas, c'était nécessaire et je ne pense pas que ça a été plus difficile. Il faudrait demander aux autres ce qu'ils en ont pensé. Euh, je crois que pour certains, ils étaient un peu dubitatifs au départ. Ils disaient que c'était pas possible d'écrire un livre comme ça. Et bon, l'effet d'entraînement a fait que, ils ont, j'espère, été convaincus. En tout cas, ils l'ont fait. Très bien.
Je vais commencer à prendre des questions de notre public. Quelle est la forme et l'action de révolte décrite dans cet ouvrage qui vous a le plus marqué et pourquoi? Ah, je me suis jamais posé la question, donc quelle est la forme d'action qui m'a le plus marqué? Voilà, c'est pas facile de répondre à une question comme ça. Il y a une chose qui nous a tous marqués et pour laquelle on a fait une place, c'est une notice qui s'appelle aujourd'hui le balai, faire place nette. C'est ces séquences qui se sont répétées en 2011 et qui continuent à se répéter, qui consistent à nettoyer. Quand on a fini une manifestation ou quand on a occupé une place, on a vu, hein, après Tahrir, les gens nettoyer, passer le balai, Tahrir du Caire, bien sûr. On a vu aussi sur la place du gouvernement à Tunis des manifestants tout bien nettoyés derrière eux, enfin les manifestants, les occupants. Et puis dans les dernières séquences, c'était très frappant à Alger, c'était évidemment très frappant aussi au Liban. Cette idée selon laquelle après une protestation, il faudrait tout nettoyer derrière, c'est peut-être une des choses qui, moi, et puis mes co-auteurs aussi, je pense, nous a le plus étonnés. À tel point on était un peu gênés avec cette chose-là. Euh, Parce que dans l'imaginaire révolutionnaire, c'est au contraire, il faut garder les traces, hein, il faut laisser les traces, il ne faut surtout pas effacer. C'était un drôle de geste d'effacer derrière soi, quoi. Et donc peut-être que c'est en essayant de travailler cette question-là qu'on a, je pense en tout cas, enfin, c'est une de celles qui m'a fait le plus avancer dans ma réflexion sur ce que c'était que ces protestations-là, parce que en y réfléchissant et en montrant aussi comment dans les protestations les plus récentes, cette idée de la propreté était devenue centrale. Alors pour des raisons aussi spécifique, hein. Si on pense au Liban, il y avait eu cette mobilisation sur les déchets, etc., qui fait qu'en effet, l'idée selon laquelle il faut que ce soit propre, c'est aussi l'idée selon laquelle l'État ne fait pas ce qu'il faut. Mais si on pense à ça, ça veut dire aussi que regarder ce geste de nettoyer, c'est regarder ce que les révolutionnaires veulent faire eux-mêmes, veulent produire comme société. Alors, je dirais pas une société propre, mais une société qui prend en charge euh, pas simplement sa sécurité, son émancipation, etc., mais aussi son environnement de vie euh, et bien sûr la question environnementale sous une autre forme. Mais il me semble que la question environnementale, par exemple, est peut-être plus indirecte. Ce qui apparaît plus directement quand on observe ça, c'est plutôt cette histoire de, je vais revenir à la question de la dignité, où réside la dignité des manifestants, c'est dans leur capacité à aussi prendre en charge pas simplement l'éruption de la violence ou l'éruption de la contestation, etc., mais ce qui vient derrière, ce qu'on laisse derrière, les papiers qui traînent, la saleté, etc. Donc, par exemple, ça, voilà, ça m'a semblé être une des formes qu'on a observées et qui sont spécifiques et qui sont vraiment intéressantes. Il y en a certainement d'autres, mais celle-là me vient à l'esprit. Mais comme vous m'avez demandé une, ça sera celle-là. C'est très bien. Pouvez-vous donner des exemples d'articulation entre l'intime et l'espace public dans le mouvement révolutionnaire? Oui, bien sûr. Il y en a, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs entrées là-dessus. Euh, il y a par exemple une notice qu'on a consacrée à ces manifestations qui avaient lieu dans les maisons, hein, en Syrie, qui sont des manifestations de femmes qui ont été beaucoup travaillées par Cécile Boex, enfin, elle a écrit dessus. Euh, Ce sont des femmes qui se réunissent chez elles et qui manifestent. Alors, comment elles manifestent? Elles ont des pancartes et elles ont des slogans et donc elles se filment dans un espace privé pour manifester enfin, avec d'autres qui pourraient être dans l'espace public. Et là, il y a une espèce
de prolongement, disons, de l'espace public vers l'espace privé, par le fait que ces vidéos sont ensuite mises en ligne pour participer aux contestations globales. Alors on peut dire bien sûr que c'est des façons de contourner la violence et de ne pas se retrouver face à la répression. C'est aussi ça, mais c'est pas seulement ça. Hein, si on regarde aussi comment elles se déroulent et comment elles sont mises en scène, elles sont, à mon avis, une façon aussi de dire que l'espace privé participe de l'espace public de cette manière-là. Autre chose, on peut penser, si on pense à ce lien entre privé et public, à la manière dont les revendications concernant le genre, la sexualité ont pu, comment dire, s'intégrer ou en tout cas prolonger des formes de révolte dans le monde arabe. Hein. On le voit dans un certain nombre de contextes et de pays. Aujourd'hui, pas forcément en 2010-2011 de manière très spécifique, mais dans la continuation du temps révolutionnaire, ces revendications des mouvements LGBTQI ou des revendications féministes qui sont tournées spécifiquement sur la question du corps. Hein. On se souvient des quelques épisodes qui ont eu lieu en 2011-2012 en Tunisie, en Égypte, de femmes qui qui utilisaient leur corps comme une surface d'expression politique. Il me semble que ça, c'est des gestes très localisés, mais c'est des gestes qui ensuite peuvent se retrouver si on regarde ce qui s'est passé par exemple en Irak avec la puissance de la parole féminine, mais aussi la puissance surtout de la présence corporelle des femmes dans les manifestations ou sur l'iconisation d'un certain nombre de femmes aussi dans les révoltes, mais pas simplement une iconisation, disons, de la question féministe ou des droits des femmes, mais cette idée selon laquelle la révolte est une femme, enfin, je veux dire, la manière dont elle est prise dans le corps féminin. C'est des choses qui ont beaucoup travaillé, me semble-t-il, les contestations dans le monde arabe ces derniers temps, qui trouvent une expression. Et ce n'est pas travailler simplement sur le mode il faut que les femmes aient des droits ou il faut que les femmes aient des droits nouveaux, etc. Mais c'est plutôt sur le mode, c'est là qu'intervient cette question du privé et du public. Euh, c'est que le mouvement féministe, néo-féministe, hein, apporte à ces révoltes cette dimension d'effacement de la distinction classique entre public et privé, puisque pour les femmes, cette distinction, elle n'existe pas, quoi qu'on en dise, puisque bien souvent, leur corps est approprié publiquement et qu'elles n'ont pas elles-mêmes de prise d'égal, disons, sur leur corps. C'est tous les mouvements pour comment dire, l'égalité des droits, cette fois civique, hein, pas simplement, non, je me trompe, l'égalité des droits pour le mariage, etc., qui font qu'on est dans des zones tampons entre le privé et le public. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais enfin, je pourrais revenir. Très clair, très clair. Quid de la continuité des révolutions, c'est-à-dire celle des libérations à celle de la démocratisation? Alors, si je peux me permettre de nuancer l'appellation, alors la continuité des révolutions, j'imagine que les révolutions de la libération, c'est celle des indépendances, et que celle de la démocratisation, c'est celle des dernières. Alors, c'est le problème des labels, quoi. On peut pas nier que les guerres d'indépendance et les mouvements vers l'indépendance ont été des libérations. En même temps, qualifier certaines de ces révolutions de révolutions de la libération est un petit peu compliqué quand on voit ce qu'elles ont pu produire comme type de fermeture par la suite. Donc ça, c'est un débat en soi. Et l'autre label est tout aussi compliqué parce que si on considère que les révolutions de 2010-2011 sont des révolutions démocratiques ou pour la démocratisation, on dit une chose qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas complètement vraie non plus, puisque d'abord ça signifierait que
Ou alors, il faut avoir une exception très très large de la démocratie, puisque c'est, à mon sens, hein, ces révoltes ne sont pas simplement, uniquement des demandes de démocratisation, mais aussi des demandes de justice sociale, d'égalité au sens large, et aussi de liberté ou de libération. Alors, je ne sais pas comment le dire. Donc, c'est difficile de sortir de ces labels. Après, si je veux répondre plus sérieusement à la question, est-ce qu'il y a une continuité, c'est peut-être la vraie question, entre les années 50-60 et aujourd'hui. euh, c'est la question classique de l'historien, continuité ou rupture. Alors, il y a, me semble-t-il, une continuité, il y a toujours une continuité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de filiation possible entre les aspirations qui ont été celles des peuples pour leur libération contre la colonisation, etc., et les aspirations qui sont aujourd'hui celles des peuples pour leur libération contre d'autres types d'oppression, hein, qui peuvent inclure d'ailleurs une certaine forme de néocolonialisation ou colonialisme euh, interne. Hein. Euh, donc ça, il y a une continuité. Après, il y a eu toute une série de ruptures entre les deux. Et la première des ruptures, c'est peut-être comment dire, la fin de la promesse de libération. C'est-à-dire que quand on est, quand ces régimes se sont installés, ou certains de ces régimes se sont installés sur une promesse de libération qui ne l'ont pas tenue, c'est peut-être la première chose qui ressuscite l'esprit de révolte. Hein. Si on pense que le RIF se soulève dès 1957, là on sait que voilà, quand je parle d'écho, il ne s'agit pas simplement de choses qui sont mécaniques, mais bien d'effets de, comment dire, de réactivation. Les raisons mêmes de la révolte ne cessent pas en réalité. C'est-à-dire qu'on ajoute de nouvelles raisons, hein, et on en supprime certaines. En effet, il n'y a plus la colonisation, les États peuvent trouver une forme autonome, etc. Donc il y a des expériences qui durent plus ou moins longtemps, hein, dans lesquelles l'égalité, la justice sociale restent au centre des préoccupations. Et puis il y a un moment où ce pacte post-colonial, hein, comme il faut l'appeler, est rompu. Alors, ils ne seront pas d'un coup, ils seront petit à petit, tout comme les régimes autoritaires s'installent parfois d'un coup et parfois petit à petit. On glisse vers les régimes autoritaires ou alors on les installe directement par des coups d'État. Donc c'est très difficile de répondre à cette question. Moi, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne crois pas être encore à un moment, en tout cas dans ma recherche, où je peux répondre simplement et rapidement à des questions pareilles. Je ne peux pas dire qu'il y a une continuité, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais je peux dire que j'essaye d'observer ce qui se passe pour répondre à cette question de manière plus compliquée, quoi. Merci. Il y a un commentaire, si tu veux le commenter je le, je le lis seulement. Ces contestations ont été infiltrées et récupérées par les islamistes. Le mouvement démocrate, à l'origine de ces contestations, est complètement marginalisé. Aujourd'hui, dans ces pays, on ne parle plus des droits de l'homme, la liberté de culte, de la liberté de conscience et encore moins de l'égalité homme-femme. Pour une vraie révolution démocratique réelle, il faut une refonte totale du système éducatif dans ces pays et une séparation de la religion de l'État. Sinon, c'est l'échec et le chaos porté par l'idéologie islamiste ou la dictature avec les régimes militaro-politiques. Voilà, c'est le commentaire. Oui, bon, bah c'est la tristesse du monde. Bon, est-ce que je peux répondre à ça? D'abord, il y a déjà il y a une vraie question, là pour le coup, de comparatisme et de spécificité. Bon, on le sait, hein, ces pays ne sont pas du tout au même niveau. Enfin, les questions qui sont débattues dans les pays ne sont pas les mêmes, hein, parce que si on prend il n'est pas vrai qu'on ne discute pas de l'égalité homme-femme en Tunisie. On fait que ça depuis 2 ans sur cette histoire d'héritage. Il n'est pas vrai qu'on n'en discute pas non plus au Maroc, puisque ça a été remis sur le tapis très très récemment. Voilà, il y a des débats qui ont lieu quand même dans un certain nombre de ces pays, et c'est pas vrai non plus qu'on ne discute pas de liberté de conscience ou de liberté de culte dans le cadre des mobilisations au Liban depuis celles qui ont commencé l'année dernière et qui reprendront peut-être. Euh,
Donc, voilà, si je prends la liste des sujets qui sont évoqués là dans le commentaire, je crois que c'est en partie faux de dire qu'on ne discute pas de tout ça. Après, la question, c'est si on en discute, est-ce qu'on arrive à les imposer comme un véritable enjeu de société, un véritable enjeu politique? Ça, c'est peut-être différent. Incriminer les islamistes sur ce sujet-là, c'est là aussi un petit peu injuste. Je sais bien que ce n'est pas le bon moment pour dire, pour ne pas dire que du mal des islamistes, mais quand les islamistes sont représentés dans des assemblées, euh, ils discutent. Alors après, ils ont des positions réactionnaires et conservatrices sur ces sujets-là. C'est dans leur, ça fait partie de leur façon d'être. Mais ils en discutent. On ne peut pas dire qu'ils n'en discutent pas. Voilà, ils s'opposent, ou ils sont pour, ou ils sont contre, ou ils évoluent eux-mêmes sur leur perception de la manière dont leur idéologie s'articule ou pas à la question des droits de l'homme, etc. Donc, ce ne sont pas des choses figées. Alors après, si quand on dit islamiste, on dit mouvement djihadistes radicaux, armés ou terroristes, bon là, on parle d'autre chose. Mais dans un contexte de discussion, je crois qu'ils participent à cette discussion à l'endroit où ils sont, c'est-à-dire un endroit en effet relativement réactionnaire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? De toute façon, on ne peut pas, comment dire, dans l'état actuel des rapports de force et des représentations, mon chat qui vient participer à la discussion, ça arrive fréquemment, excusez-moi. On ne peut pas faire sans. On peut pas, c'est complètement comment dire, une fiction un petit peu. Oui, c'est une fiction de penser qu'il faudrait d'abord commencer par se débarrasser des uns, des autres et de je ne sais quels autres opposants à la démocratie pour installer la démocratie. Ça n'existe pas. Toutes les démocraties sont nées avec leurs opposants et on fait avec. Enfin, je veux dire, on doit progresser avec. Donc voilà, je ne peux pas commenter plus, mais c'est vrai que j'inciterai à un peu plus non pas d'optimisme, mais de pragmatisme. On doit être pragmatique et on n'a pas d'autre choix que de faire avec ce qu'on a. Très bien. Pour citer le cas de l'Algérie, le Hirak n'a pas d'idéologie et pourtant il regroupe toutes les idéologies. Chacun a sa place à condition que la violence y est exclue. Oui, c'est exactement ce pragmatisme dont je viens de parler. Il se trouve que l'expérience algérienne a poussé très très loin cette idée selon laquelle ce qui se passe dans la rue, en fait. Et c'est la somme des présents qui détermine le mouvement en l'occurrence révolutionnaire ou le mouvement du Hirak. Et d'ailleurs, en l'occurrence, l'usage même du mot Hirak le dit, c'est-à-dire que c'est vraiment une expérience oui, de l'agglomération et de la mise en mouvement, sans cesse répétée, avec là, il y a une notice qui porte sur le mot selmi, sur l'idée du pacifisme et la manière dont les Algériens ont poussé à l'extrême l'idée qui était déjà portée par les mouvements de 2010-2011. C'était déjà très, très présent dans les... Oui, ça se répétait tout le temps. Oui, bien sûr, énormément, énormément. Mais là, ils en ont fait une sorte d'abord, ils l'ont transformé quasiment en nom commun, c'est-à-dire, au lieu de dire manifestation une ennemie, c'est vraiment. Mais ça semble dire quelque chose. Ça ne dit pas juste le refus de prendre les armes. Moi, je ne crois pas qu'on puisse le résumer à ça. C'est vraiment l'idée de. C'est un peu la même chose que ce que je disais sur la propreté tout à l'heure. Euh, c'est vraiment le mouvement qui, dans sa diversité, en effet, se rassemble autour non pas de valeurs, comment dire, politiques ou d'idéologie, comme on dirait, mais de valeurs qui sont des valeurs miroirs. La société qu'on veut, c'est pas, on l'appellera, on ne sait pas comment on va l'appeler, d'un point de vue idéologique et politique, mais on sait qu'elle veut être, qu'elle veut apporter une forme de paix, une forme de pacifisme, de pacification des relations sociales. Mais oui, c'est un exemple passionnant. Merci. Est-ce que le Yémen entre, oui, il y a sur le Yémen,
Est-ce que le Yémen rentre dans cet esprit de la révolte? Pourquoi, selon vous, ce terrain manque d'investissement ou peu? Est-ce principalement à cause d'une difficulté d'accès au terrain? Je pense que c'est spécifique. Enfin, je veux dire, il y a aussi un effet de proximité des chercheurs occidentaux, français, avec le terrain yéménite. Il y en a un peu moins, en fait, qui travaillent sur le Yémen. L'accès au terrain, ben non, parce que, enfin, je veux dire, c'est pas plus difficile d'accéder au Yémen qu'à la Syrie, par exemple. Il y a quand même plus de production. Je pense qu'on a aussi moins de relais intellectuels. Enfin, je veux dire, on a moins accueilli peut-être d'intellectuels yéménites en Europe pour nous en parler. Ils sont beaucoup réfugiés en Égypte, enfin, un terrain plus proche. Je ne sais pas vraiment, enfin, je ne suis pas sûre de savoir expliquer ça. Je crois que c'est vrai aussi du Soudan, hein. On a beaucoup moins parlé du Soudan que de l'Algérie. En France, c'est normal aussi. Je veux dire, on n'a pas les mêmes liens avec l'Algérie en France qu'avec le Soudan. Euh, c'est des terrains qui sont moins travaillés, il faut le reconnaître, hein. Je veux dire, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ou qui travaillent sur l'Égypte, par exemple. L'Égypte, c'est la révolution sur laquelle on a eu le plus, je crois, de travaux, d'échanges, aujourd'hui de traces d'archives, etc. C'est quand même ça a été très couvert. Après, d'autres pays sont moins couverts. Je regrette, oui, on a fait l'effort, nous, d'essayer d'aller un peu chercher des choses sur le Yémen, mais là aussi, même compris dans notre équipe, alors nous, on ne travaille pas sur le Yémen dans le cadre du projet, donc c'était un peu annexe, mais on a eu du mal à aller chercher des choses. On est allé chercher, mais c'était plus difficile. Est-ce que l'un des problèmes ne vient pas d'un format d'État-nation qui s'est imposé plutôt qu'il n'a été choisi après la dissolution de l'Empire ottoman, puis de la colonisation? Jusqu'à quel point l'idée nationale existe dans ces pays-là, comme par exemple le cas de l'implosion de la Libye, de l'émergence de Daesh, du choix du départ plutôt que de la révolte pendant des décennies? Alors, c'est une question intéressante parce que justement, ce qui est frappant, c'est que le cadre national est très présent dans ces manifestations. Euh, alors après, on pouvait discuter des frontières exactes de ce cadre national et de sa forme. En tout cas, même en Libye, au moment de la révolte, euh, les révolutionnaires revendiquent une Libye débarrassée de Kadhafi et des siens. Et c'est toujours le cadre libyen qui est mis en valeur, hein, avec son drapeau, enfin l'autre drapeau aussi. Euh, donc quand on dit qu'aujourd'hui la Libye explose, est-ce que quand on dit ça, on dit forcément qu'on rejette le cadre national? Je ne suis pas certaine. Il y a des luttes de territoire, il y a comment dire, des affrontements entre différentes régions, etc. Mais je pense qu'il était déjà comprises à l'intérieur du territoire national. Il y avait déjà ces oppositions et ces différences entre différents territoires. Euh, donc c'est paradoxal, enfin c'est paradoxal. Ce qui est paradoxal, c'est que on a plutôt même une revivification du sentiment national dans le cadre de ces révolutions, euh, et aussi un affaiblissement du cadre national au sens de structuration territoriale. Surtout dans les cas où il y a eu, où on est arrivé à des situations de guerre civile et où là, évidemment, enfin, il y a un éclatement du territoire. Mais je dirais même que dans ces cas-là, euh, pour reprendre la formule à la mode, il n'y a pas forcément de séparatisme. Même les révoltes du Rif, qui sont très fortes et très identitaires et qui revendiquent une spécificité forte de la région, de la langue, etc., elles, sont, elles ne sont pas d'abord séparatistes. Ils ne manifestent pas pour quitter l'État marocain. Hein. Ils manifestent pour reconnaître une place à cette région au sein du royaume, etc. Même si ça peut passer aussi par une transformation du royaume, peu importe. Il y a eu évidemment des expériences plus séparatistes, hein. On peut penser
au Kurdistan syrien. Mais ce n'est pas forcément le langage dans lequel s'expriment ces révoltes. Elles disent plutôt une volonté de transformer l'État et de le garder tel qu'il est, plus ou moins, hein, parfois avec une frontière ici ou une frontière là, qu'un rejet complet de la forme, du cadre national. Et plus que ça, il y a très peu de revendications internationalistes ou transnationales. C'est-à-dire que si révolte arabe il y a, ce sont des révoltes dans chacun des pays arabes solidaires, mais il n'y a pas l'idée ni du panarabisme ni du panislamisme. Ils sont un peu rangés pendant le temps des révoltes arabes, au contraire. C'est assez frappant par rapport à ce qu'ont pu être les discours révolutionnaires arabes dans les décennies précédentes, qui avaient une volonté de dépasser les frontières, de créer des ensembles plus vastes, etc., etc. Commentaire, je crois aussi. Je pense que la guerre civile des années 80 en Algérie a joué un rôle dans l'étouffement du Hirak en Algérie, car le peuple a peur de se soulever, bon, il s'est soulevé quand même, et de faire valoir ses droits. Qu'en pensez-vous? Est-ce que si l'Algérie n'était pas passée par cette période, le peuple aura plus de courage, de volonté au changement? Je pense qu'on pourrait en effet inverser la proposition. On peut considérer que le premier soulèvement d'ordre démocratique dans la région, c'est celui de l'Algérie, en 88. Je veux dire, ça dépend, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qui a commencé. Moi, je suis d'accord avec toi, Salam, ils se sont quand même soulevés et ils continuent à le faire. Euh, Il y a un effet des années 80, c'est sûr, ou du début des années 2000 sur le mouvement, mais c'est moins dans la peur que ça se joue que dans la tactique, dans la volonté de ne pas se faire piéger par la violence. Évidemment, on parlait tout à l'heure de Selmi, mais ça paraît assez clair que le protagonisme de ce slogan en Algérie fait référence à la violence subie dans les décennies précédentes. Donc on apprend aussi. On n'apprend pas simplement la peur, on apprend aussi à construire des mouvements qui permettent peut-être d'éviter, en tout cas de s'éloigner des scénarios qu'on connaît trop bien. En effet, toutes les tactiques euh, de division des manifestants, hein, on l'a vu, le pouvoir algérien utilise toujours les mêmes tactiques, hein, qui consistent à opposer les uns aux autres, les Kabyles contre les Arabes, les urbains contre les ruraux, etc., etc. Tout ça, je pense que même si les gens qui sont dans la rue sont très très jeunes et donc n'ont pas connu les années 80, ils connaissent les sophismes, ils connaissent les plis et les tactiques du pouvoir. C'est reconnaissable. Et donc, c'est aussi en cela que c'est assez fascinant, la manière dont ce mouvement se construit. C'est qu'il se construit en essayant de passer les uns après les autres des obstacles. Hein. D'abord l'histoire de l'élection, ensuite l'histoire d'occuper les rues, ensuite l'histoire de se réapproprier la Constitution, etc. etc. Donc, je reviens sur ce pragmatisme extraordinaire, quoi, qui fait que, oui, je pense que d'abord, il ne faut pas avoir peur. On le sait, hein, c'est une des premières choses, le fameux mur de la peur qui tombe. Mais aussi, après, ça s'entretient, cette idée que la peur étant mise de côté, il faut quand même continuer à veiller à ne pas retomber dans des schémas voilà, qui peuvent faire courir à la catastrophe. Très bien, merci beaucoup. Il me reste une question concernant tes recherches actuelles. Après est-ce que tu penses continuer dans la même voie ou c'est fini, c'est un projet qui se termine, on tourne la page, on voit quelque chose d'autre? Sur Non, quoi non, toi? on continue. On continue. Non, alors d'abord, le projet lui-même n'est pas terminé et je pense qu'on écrira, j'espère, encore d'autres choses. Pour ma part, j'ai travaillé pas mal sur la séquence de ce qu'on a appelé les émeutes du pain au début des années 80 dans la région.
Donc en réfléchissant justement en lien entre émeute, révolte et puis politique de restructuration du FMI. Donc c'est d'autres échelles d'analyse. Et puis je continue à travailler sur ces épisodes de révolte aussi dans les années 60, 50. Donc voilà, c'est un peu un projet de grande envergure. Donc j'espère qu'on aura d'autres choses à faire lire. On a envie en tout cas de poursuivre le travail. On est en train, pas moi, mais beaucoup de gens de l'équipe travaillent sur l'Algérie. On espère aussi avoir un livre bientôt là-dessus. Voilà, donc je pense que on en a encore pour quelques années, je pense. Bravo, bravo Leïla Dakhli. Merci beaucoup pour cette De rien, c'était un plaisir. dans laquelle on a parlé de ton ouvrage que tu diriges, L'esprit de la révolte, archives et actualités des révolutions arabes. J'annonce à toi et à notre public que la semaine prochaine, le 27, nous allons évoquer un sujet qui est un peu brûlant, sur le séparatisme, les séparatismes, deux points, de quoi le projet de loi Macron est-il le nom? Alors, ça va être avec un politologue, chercheur en sciences politiques au CNRS, qui est Julien Talpin, qui va nous parler de ce sujet. Et j'espère que vous serez tous avec nous le 27 à 18h30. Merci Leïla, merci notre public. Et merci aussi les soldats inconnus qui sont autour de moi, qui nous aident techniquement à réaliser ces webinaires qui me sont vraiment très. C'est de la technologie que je ne maîtrise pas du tout. Alors, heureusement, il y a Claire Talon, il y a Isabelle Ruc, il y a Racha Abazed qui m'aident dans ce travail. Bonne soirée et à très bientôt, Leïla. À très bientôt, au revoir. Au revoir.